Le deuxième tour des élections cantonales confirme le manque d'intérêt des électeurs, la poussée des socialistes et une progression relative de la majorité. Trafic SNCF perturbé au départ de la gare Saint-Lazare. Les syndicats des cheminots ont prolongé de 24 heures une grève qui menace de s'étendre dans le secteur public. Le président italien arrive cet après-midi à Paris. Monsieur Léoné aura 2 entretiens en tête-à-tête avec le président Pompidou. Madame Meir à Strasbourg, où elle est l'invitée du Conseil de l'Europe. Des mesures de sécurité très importantes ont été prises pour protéger le Premier ministre israélien. Pour leur rentrée demain, les députés vont se pencher sur le projet de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat préparé par monsieur Royer. Un dossier à la fin de ce journal. Suite des entretiens de Bichat, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour diminuer les risques d'une maladie cardiaque. C'est un dessin animé très sérieux que vous verrez tout à l'heure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Cette fois, c'est bien la rentrée sur tous les fronts. Après le président de la République, dans sa conférence de presse jeudi dernier, après les électeurs à l'occasion des 2 tours des cantonales, ce sont les députés qui reprennent du service demain. Les syndicats de leur côté ne restent pas inactifs. La CGT et la CFDT se rencontrent cet après-midi pour faire le point des revendications à la SNCF et pour envisager une éventuelle extension du mouvement dans le secteur public. Les cheminots qui réclament une augmentation de leur pouvoir d'achat souhaitent également de meilleures conditions de travail et c'est de cela précisément que les patrons vont discuter demain. Vous le voyez, tout le monde bouge, les vacances sont bien loin. Ce week-end de transition entre septembre et octobre aura confirmé d'une manière éclatante qu'il ne faut pas demander aux Français de voter trop souvent. Comme au premier tour, le taux d'abstention a été très élevé hier, pas loin de 46%. Autrement dit, près de la moitié des électeurs concernés ne s'est pas déplacé pour ce deuxième tour des cantonales. Les résultats, dans l'ensemble, ont confirmé les grandes tendances du premier tour. Je vous propose d'en voir le détail. Ces résultats portent sur 1988 cantons contre 1670 aux dernières élections cantonales de 1967. 318 cantons nouveaux ont en effet été créés. Extrême gauche, 14 élus contre 13 en 1967. Parti communiste, 213 contre 140. Parti socialiste, 422, soit 123 de plus qu'en 1967. Radicaux de gauche, 68 contre 57 il y a 6 ans. Divers gauche, 179 élus, soit 21 de moins qu'en 1967. UDR, 255 élus contre 210 en 1967. Républicains indépendants, 153 contre 142. Centre démocratie et progrès, 60 contre 47 il y a 6 ans. Divers modérés favorables à la majorité, 379 contre 304 aux dernières élections cantonales de 67. Réformateurs, 122 élus contre 121 en 1967. Divers modérés d'opposition, enfin 93 élus, soit 6 de moins qu'en 1967. Voici donc les résultats de ces élections cantonales tels qu'ils ont été communiqués hier par le ministère de l'Intérieur. M. Raymond Marcellin en tire maintenant les premiers enseignements. L'ensemble des voix non marxistes a fait bloc contre la coalition socialo-communiste. Quant aux candidats de l'opposition de gauche, ils ont recueilli au second tour une proportion de suffrages comparable à celle du premier tour. À l'issue de ces 2 tours, je formulerai 3 observations. Le pourcentage des hommes nouveaux, et c'est ma première observation, le pourcentage des hommes nouveaux au sein des assemblées départementales s'accroît sensiblement, indépendamment de la création des cantons supplémentaires. Seconde observation, l'accentuation de la bipolarisation de la vie politique est manifeste. C'est la poursuite d'une évolution qui s'est amorcée pour les consultations nationales à partir de 1967. Depuis les cantonales de 1970, ce mouvement s'est étendu aux élections locales et s'est confirmé au cours de ces élections de 1973. La dernière observation a trait aux majorités au sein des conseils généraux. Le but des élections cantonales est finalement de s'assurer la majorité au sein des assemblées départementales. À cet égard, et d'après les renseignements des préfets, les résultats en sièges laissent prévoir que, globalement, le nombre des présidences des conseils généraux, de la majorité
et de l'opposition reste inchangé. Pour Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste, ces élections se sont traduites par un net succès communiste. La gauche progresse largement dans son ensemble, la discipline de vote a joué de façon satisfaisante, c'est un désaveu pour le pouvoir. Alain Perfit, secrétaire général de l'UDR, les résultats permettent de constater un bond en avant de la majorité. L'UDR progresse sensiblement, stagnation des candidats de la gauche, l'intoxication qui veut faire croire à un triomphe de la gauche n'est nullement justifiée. Claude Estier, secrétaire national du Parti socialiste, ces cantonales confirment une poussée de la gauche et tout particulièrement une poussée des socialistes. Notre parti est la première formation politique par le nombre des élus dans les conseils généraux. La discipline de la gauche a joué avec efficacité. Michel Dornano, premier secrétaire général adjoint des Républicains indépendants, le nombre des abstentions est inacceptable. Les Républicains indépendants vont donc déposer une proposition de loi tendant à faire coïncider les dates des élections cantonales et municipales. Les face-à-face entre candidats modérés et défenseurs du programme commun de la gauche ont politisé le second tour. Jean Le Canuet, enfin, président du Centre démocrate, notre parti et le mouvement réformateur renforcent et accroissent leur implantation. Une forte proportion des électeurs refuse une bipolarisation sommaire. Un nombre croissant de Français souhaitent une démocratie plus sociale. Tout le monde est satisfait, vous venez de l'entendre. Et si vous avez regardé les tableaux des résultats avec attention, tout le monde a raison, car l'ensemble des formations politiques, excepté peut-être les réformateurs, gagnent de nombreux sièges par rapport à 1967. Par rapport à 1967, voilà justement l'erreur. Car en 1973, il y a tout de même quelques 320 cantons supplémentaires. Et la progression de chaque formation, c'est tout simplement le partage de ce nouveau découpage. Donc, toute comparaison avec 1967 est impossible, mais une analyse honnête des résultats fait constater, premièrement, nette progression de la gauche, surtout du Parti socialiste, non pas au détriment de la majorité, mais au détriment des divers gauches, des centristes favorables à l'opposition et aussi des radicaux de gauche. Deuxièmement, bonne stabilité de la majorité, mais il faut noter une nette progression des centristes favorables à cette majorité. Donc, au bout du compte, le match est nul et la stabilité du corps électoral est confirmée. Chez les sortants battus, il y a quelques surprises aussi bien à gauche que dans la majorité. Deux exemples, M. Foyer, ancien ministre UDR, perd son siège, M. Dubedou, député maire socialiste de Grenoble, certains l'avaient surnommé l'étoile montante du Parti socialiste, ne siégera pas au Conseil général de l'Isère. Reste les abstentions, 45,8% hier. Certains proposent déjà le renouvellement de tous les comptants en même temps. D'autres, comme M. Soisson, républicain indépendant, il l'a annoncé hier soir sur notre antenne, souhaitent, par un projet de loi qui serait prochainement déposé devant le bureau de l'Assemblée nationale, un jumelage entre les cantonales et les municipales. Mais M. Marcellin, ministre de l'Intérieur, républicain indépendant lui aussi, est d'ores et déjà contre. Mais l'important maintenant, c'est dans les jours à venir, l'élection des présidents des conseils généraux. Seule peut-être cette élection donnera une véritable signification politique à un scrutin qui n'a intéressé finalement que la moitié des Français concernés. Entretien de près d'une heure avec le Premier ministre. Les réformateurs restent dans l'opposition, mais la révision sur le quinquennat peut aboutir à certaines conditions si le Parlement joue son rôle. Alors, me direz-vous, votre point de vue est entièrement favorable. Non, la discussion est ouverte. J'estime que le gouvernement ne doit pas se comporter à l'égard du Parlement comme s'il adressait au Parlement un ultimatum, comme s'il lui posait un référendum par oui ou par non. Et sur ce point, je ne suis pas autorisé à donner le point de vue de M. Messmer, mais j'ai le sentiment que le dialogue peut être engagé pour obtenir un certain nombre de modifications autres que la simple réduction à 5 ans. J'estime donc que l'entretien, qui n'a pas apporté de conclusion définitive, a été utile et qu'il a été profitable pour la démocratie.
SNCF, toujours des perturbations sur le réseau Normandie, desservi par la gare Saint-Lazare à Paris. Les agents de conduite CGT, CFDT et autonomes poursuivent aujourd'hui leur mouvement de grève. Sur les grandes lignes, 3 trains sur 4 roulent normalement. Sur les lignes de banlieue, 1 sur 3 seulement. Toujours à la SNCF, cet après-midi, rencontre au sommet entre les cheminots CGT et CFDT. À l'issue de cette réunion, les deux fédérations syndicales qui réclament l'amélioration des conditions de travail et l'augmentation des salaires pourraient annoncer des grèves tournantes touchant l'ensemble du réseau, et cela pour une durée indéterminée. Le Premier ministre israélien est l'invité du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Cette organisation, il faut bien le dire, a perdu beaucoup de son audience depuis que la communauté des Neuf s'est emparée des grands problèmes européens. Il n'en reste pas moins que la visite de Mme Meir est un événement, surtout après l'affaire de Vienne qui a soulevé une très grande émotion en Israël. On apprenait d'ailleurs ce matin que Mme Meir allait se rendre personnellement en Autriche, peut-être dès demain après-midi, pour y rencontrer le chancelier Kreisky. Le Premier ministre israélien va tenter, selon toute vraisemblance, de faire revenir le chancelier sur sa décision de ne plus faciliter le transit des émigrés juifs en provenance d'Urs. Des précautions exceptionnelles avaient été prises hier pour l'arrivée de Mme Golda Meir à Strasbourg. Son avion s'est rangé sur le parking militaire de l'aérodrome d'Ensheim, des soldats en armes étaient postés un peu partout et peu de journalistes ont été admis au pied de la passerelle. Avec l'affaire de Vienne, la présence du Premier ministre israélien à Strasbourg prend un relief exceptionnel. Ce matin, elle a évoqué l'action des terroristes arabes devant le Conseil de l'Europe. Leurs crimes ne mettent pas seulement en danger chaque Israélien où qu'il se trouve, a déclaré Mme Meir, mais menacent aussi le reste du monde. Et si tous les pays européens n'adoptent pas une attitude très ferme à l'égard du terrorisme arabe, ils se trouveront finalement à la merci de n'importe quel groupe de déséquilibrés et de gangsters. Mme Meir a également réaffirmé dans son discours le désir de son pays de faire la paix avec ses voisins arabes. Si elle n'a pas évoqué la décision autrichienne de fermer le camp de transit de Schönau, c'est parce que dès hier soir, elle avait pris position sur ce problème. Devant la communauté juive de Strasbourg, Mme Meir a déclaré avoir demandé au gouvernement autrichien de rouvrir ce centre de transit. La décision du président Kreisky est regrettable, a-t-elle dit, et nous voulons croire que ce n'est que provisoire. Mme Golda Meir sera d'ailleurs ce soir ou demain à Vienne, c'est du moins ce qu'on affirme à Tel Aviv. Elle demandera personnellement au chancelier Kreisky de revenir sur sa décision de fermer ce camp de Schönau. Le président de la République italienne est allé en France. Et cela a évidemment un côté un peu négatif. Mais ce voyage du président Leone en France sera sa première visite officielle à l'étranger depuis qu'il a été élu président de la République, c'est-à-dire depuis 2 ans. Et cela montrerait tout de même qu'il existe des relations privilégiées entre la France et l'Italie. Le président Leone le rappelait hier soir à 24 heures sur la Une, il n'y a pas seulement un voisinage géographique entre la France et l'Italie, mais une véritable affinité, et en particulier une affinité de langue et de culture. Alors, comment les Italiens réagissent-ils à ce voyage du président Leone? Pour le savoir, le mieux est de parcourir les journaux ce matin. Titre du Corriere della Sera, le grand journal libéral de Milan, Pompidou établit un programme de collaboration entre la France et l'Italie. Et dans ce journal, on trouve une interview du président Pompidou qui explique qu'il est important de se mettre d'accord sur une définition de l'identité européenne et qu'il pense qu'on est sur la bonne voie depuis la dernière conférence de Copenhague des ministres des Affaires étrangères. Voici ce qu'on peut lire dans Il Tempo, le journal indépendant de Rome. Le président Leone n'a pas, comme Pompidou, une responsabilité directe sur la politique extérieure du pays, mais cette visite en France ne sera pas seulement protocolaire. Elle permettra d'aborder des problèmes importants qui ne pourront être résolus que grâce à l'unité de l'Europe. La Stampa de Turin cite l'interview accordée par le président Leone à la télévision française. Nous allons travailler ensemble pour arriver à une unité européenne politique et institutionnelle la plus forte possible. Commentaire plutôt négatif du journal communiste L'Unità, qui écrit que l'accueil du président Pompidou sera d'autant plus cordial que la diplomatie italienne est trop faible pour pouvoir contrecarrer les ambitions hégémoniques de la France. Dans leur ensemble, les journaux italiens accordent une place importante à cette visite du président Leone.
et ils sont d'accord pour dire que c'est l'Europe qui sera le thème essentiel de ces entretiens avec le président Pompidou. Athènes. Les militaires cèdent la place aux civils. M. Georges Papadopoulos a confié ce matin à M. Spyros Markézinis le soin de former un gouvernement civil, le premier depuis le coup d'État militaire d'avril 1967. En fin de semaine, 10 ministres grecs, tous anciens militaires, ont remis leur démission. Vietnam. Violente attaque des forces communistes contre des positions gouvernementales à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de Saïgon. Selon un porte-parole gouvernemental, plus de 300 morts, blessés et disparus dans les deux camps. À Saïgon, le haut commandement militaire s'attend à une nouvelle offensive générale pour la fin de l'année, début 1974. Henri Michel et Charlie Loubet retrouvent l'équipe de France. Ils ont été retenus dans la liste de Stéphane Kovacs pour le match du 13 octobre contre l'Allemagne. Sarah Magnac, qui avait joué le match contre la Grèce, est éliminée. 3 jeunes font leur apparition, Grava de Nice, Mercadier de Saint-Étienne et Kérusoré de Marseille. Si Molitor, qui relève d'une blessure, n'est pas rétabli, il sera remplacé par Berdol. Ce personnage sympathique, dû au crayon des dessinateurs Savchenko et Eric Aloff, va nous aider à mieux comprendre les conseils du docteur Julien. Pour ce médecin, en effet, il est désormais possible de limiter au maximum, sinon d'éliminer totalement, dans la vie de tous les jours, tous les éléments qui favorisent ou précipitent l'apparition des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. D'abord, voici ce qu'il ne faut pas faire. Hélas pour lui, notre candidat à l'angine de poitrine, à l'artériosclérose et à l'infarctus a une alimentation trop riche, donc déséquilibrée. Comme 4 Français sur 10, il absorbe plus de nourriture que son organisme peut en assimiler et surtout trop de graisse et trop de sucre. Il boit trop et trop d'alcool. La bière et le whisky en excès sont les ennemis de son cœur et de ses vaisseaux. Premier danger, l'obésité. Nous y voilà. Ah, cette obésité. La surcharge de poids entraîne une limitation de la respiration et impose un travail supplémentaire au cœur. Voulez-vous limiter votre espérance de vie? 1 kilo au-dessus du poids normal vous la raccourcit considérablement et facilite les lésions artérielles. Conséquence directe de l'obésité, la suppression de tout effort physique, rendu pénible par les kilos en excès, le risque de diabète, qui n'arrange pas les choses chez notre imprudent. Et qui dit diabète, dit souvent artériosclérose. Le lever devient pénible, le cœur est devenu fainéant à l'effort. Le candidat aux maladies de cœur est un sédentaire, ennemi des sports. Et voilà le résultat. La sédentarité crée l'énervement. L'énervement, l'hypertension. Cette hypertension, fléau de la vie sociale qui touche 7 millions de Français et qui multiplie par 6 le risque d'infarctus. Et bien entendu, dans ce cercle infernal des produits dangereux, le tabac. Il est désormais prouvé que l'usage du tabac double ou triple le risque des maladies coronariennes selon l'âge et la quantité de tabac consommé. 8 sur 10 des patients atteints d'infarctus sont de grands fumeurs, de 20 à 40 cigarettes par jour. Le résultat. Pourtant, ces facteurs de risque, dit le docteur Julien, on peut les éliminer l'un après l'autre systématiquement. Pour la cigarette, il faut procéder nettement. Pas de demi-mesure, suppression totale. Ou alors, parfois, à la rigueur, 2 ou 3 cigarettes par jour, mais jeter la cigarette à moitié fumée sans aspirer la fumée. Les alcools à la poubelle. Oubliez-les, oubliez d'en prendre. Comme de prendre certains médicaments inutiles.
Les excès alimentaires, rayez-les. Plus de gourmandise, une alimentation saine et équilibrée. Et bien sûr, une gymnastique quotidienne, modérée, progressive, mais efficace. Et pensez à la nature et au grand air, car finalement, votre cœur en a vraiment et authentiquement besoin. C'est un gros morceau que les députés vont trouver sur le bureau de l'Assemblée demain, jour de rentrée. Le ministre Jean Royer leur soumet sa loi d'orientation du commerce et de l'artisanat. Pratiquement tous les problèmes intéressant non seulement les commerçants, mais aussi les consommateurs, doivent être abordés depuis l'apprentissage jusqu'au départ à la retraite, en passant par la fiscalité et les différents aspects de la concurrence. Ce débat au Parlement retient d'autant plus l'attention que le défenseur du projet de loi, M. Royer, n'a pas hésité à mettre son portefeuille en jeu. Député maire de Tours, M. Jean Royer s'était fait remarquer par la France entière lors de sa croisade contre la pornographie. Aujourd'hui, après 6 mois de gouvernement, il est devenu en quelque sorte le porte-drapeau des commerçants. Cet ancien instituteur rural de 53 ans vient de faire un tour de France d'information, une tournée durant laquelle il a su s'allier la grande majorité des petits commerçants et artisans. Aujourd'hui, le ministre du Commerce participe à un dernier débat organisé par 24 heures sur la une dans une boutique avec un épicier, un marchand de vêtements et un charcutier. Oui, moi j'ai créé un commerce avec un voisin boucher. J'ai créé un commerce qui groupe toute l'alimentation et qui c'est très valable. Mais seulement, malgré tout, vis-à-vis de la concurrence, on n'a pas les mêmes armes pour lutter quand même. Bon, alors je connais bien ce problème. Vous n'avez pas les mêmes armes pour acheter vos marchandises au même prix, n'est-ce pas, que les grandes surfaces, bien entendu. Vous n'avez pas les mêmes conditions de trésorerie non plus. Et surtout, il faut que la concurrence soit établie en vous laissant toutes vos chances de pouvoir faire votre commerce. Pour cela, la loi prévoit qu'un accord ou un refus économique seront donnés aux grandes surfaces nouvelles, accordés ou refusés par les commissions départementales d'urbanisme commercial, qui trancheront, qui décideront d'elles-mêmes et qui comporteront en leur sein une représentation des commerçants, des consommateurs et des maires. Par conséquent, il n'y aura plus d'expansion quasi sauvage des grandes surfaces. Tout est dans l'équilibre et dans la mesure. Mais monsieur le ministre, est-ce que ça ne se fera pas au détriment des prix? Mais absolument pas, car, premièrement, il ne faut pas voir que le prix, il faut juger du prix, de la qualité du produit qui est vendu à ce prix et de la qualité du service, n'est-ce pas? Deuxièmement, il faut aussi dire que s'il y a des prix bas dans certains domaines qui sont faits par les grandes chaînes, il faut bien qu'on se rattrape sur d'autres. Et enfin, troisièmement, à quoi sert de faire baisser jusqu'à un niveau insupportable le niveau des prix si on est obligé de dépenser tous des fonds, de l'argent, pour couvrir ensuite ceux qui ont été les victimes de l'expansion économique, en leur distribuant, n'est-ce pas, des pécules de départ, en leur distribuant un certain nombre de capitaux d'aide, etc. Si bien que si on fait la somme de ce que l'on gagne et de ce que l'on débourse, il faut faire attention aux résultats. Plus particulièrement dans le textile et je crois également dans l'alimentation, celui de notre confrère. Et je pourrais dire qu'actuellement on est en pleine anarchie au point de vue. Vous avez des magasins qui sont ouverts constamment le dimanche, l'après-midi, le lundi. Alors, je le sais. En tenant compte évidemment d'un tas de facteurs. Et d'ici la fin d'année, je puis vous dire qu'à la suite d'une réunion de travail approfondie que j'organiserai avec toutes les catégories de commerce, nous établirons une réglementation nationale. Je dis bien nationale et non pas simplement départementale. Et que pour ma part, dans un premier jet et dans une première opinion, je puis vous dire que je suis pour le repos hebdomadaire le dimanche, sauf pour le petit commerce de première nécessité, n'est-ce pas, qui a besoin de satisfaire sa clientèle, quitte à laisser un crédit d'heure important dans la semaine, et notamment le samedi, d'autres ouvertures. Aussi bien pour les salariés, pour les cadres, que pour le patronat. La patente est sauvage actuellement. On pourrait la faire scientifique, à mon sens, de façon à ce que chaque commerçant devrait pouvoir calculer lui-même sa patente en fonction des critères de base qu'il connaît lui-même, sa surface, son personnel, son chiffre d'affaires. Enfin, ce sont des choses que tout le monde connaît. Ça. Dans la loi d'orientation, il est bien indiqué qu'une réforme de la patente sera déposée devant l'Assemblée nationale
n'est-ce pas, à partir du 1er novembre prochain, et que cette réforme a pour objet de transformer la patente, qui est trop lourde, en particulier pour vos commerces et pour les artisans qui la paient, en un impôt plus juste, mieux réparti, plus juste dans la mesure où on pourra cerner la rentabilité réelle de l'entreprise, avec certes la valeur locative révisée, l'outillage, mais les salaires, les bénéfices, n'est-ce pas, de manière qu'on répartisse l'impôt selon la force de l'entreprise. Monsieur le ministre, je crois que pour les jeunes, le problème est surtout un problème de capitaux, un problème de fonds qui est très important, car dans les branches alimentaires, il faut beaucoup de matériel et beaucoup d'investissement. Hélas, on ne voit pas beaucoup de portes s'ouvrir pour trouver des fonds financiers. Alors écoutez, je prévois 2 séries de mesures pour régler le problème que vous venez de m'indiquer. La première, c'est d'accroître les prêts du Fonds de développement économique et social qui sont au plus bas taux d'intérêt par rapport aux autres, dans l'ensemble des prêts d'équipement qui leur seront faits aux jeunes. Et la seconde, c'est de multiplier les cautions qui pourraient être mises en place pour les jeunes, caution de la Caisse des marchés de l'État, caution par exemple des sociétés de secours ou d'associations mutuelles, et enfin caution qui pourrait être mise en place par un fonds de garantie assurance dans le cadre des chambres de commerce, et qui permettrait aux jeunes d'emprunter sans avoir à faire hypothéquer leurs biens par exemple. La loi prévoit, comme vous le savez déjà, que le pré-apprentissage de nos jeunes dans vos métiers artisanaux en particulier, ou d'artisans et de commerçants, commencera à 14 ans. De 14 à 16 ans, il y aura un enseignement alterné dans les classes préparatoires à l'apprentissage, et surtout avec un enseignement pratique chez l'artisan commerçant. Par conséquent, déjà de 14 à 16 ans, le jeune sera attiré vers le métier et pourra commencer à s'y former. Mais monsieur le ministre, est-ce que ça ne se fera pas au détriment de l'enseignement général? Absolument pas. C'est un ancien éducateur qui vous parle. Je puis vous dire que si il y a une bonne organisation entre l'enseignement théorique dans les classes, qui doit être très concret, et l'enseignement pratique chez les professionnels, ça marchera très bien. D'autant plus que l'enfant reste sous statut scolaire et que ses familles pourront recevoir les bourses. Quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, monsieur le ministre, c'est surtout la retraite des vieux commerçants. Bon, alors je sais très bien, après mon périple en France, d'ailleurs, qu'il l'a confirmé, qu'il y a une différence d'environ 26%, n'est-ce pas, entre le montant des retraites qui sont servies à vos secteurs et le montant des retraites servies aux salariés. Et je puis vous dire que dans la loi d'orientation, il est indiqué qu'il y aura un rattrapage progressif de vos retraites par rapport à celles des salariés, et que la première étape de ce rattrapage, avec un pourcentage qui sera tout de même assez intéressant, aura lieu à partir du 1er janvier prochain. Mais monsieur le ministre, il n'y a pas seulement le problème de la retraite, il y a le problème de la revente des fonds de commerce. Oui, en particulier, il y a le problème de l'aide à fournir aux commerçants et aux artisans âgés qui doivent vendre leurs fonds pour se retirer, c'est-à-dire de l'aide compensatrice. Alors là aussi, nous faisons un effort, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous étendons l'aide compensatrice, nous montons le plafond des ressources nécessaires pour la calculer, au-delà de 900 000 francs pour un isolé, au-delà d'1 350 000 francs pour un couple, et nous nous arrangerons pour que l'aide bénéficie aussi aux non-sédentaires, aux veuves, plus largement, aux handicapés physiques et aux malades ou aux invalides, de telle façon, et aux petits commerçants et artisans coincés dans les quartiers de rénovation urbaine et qui ne peuvent pas revendre leur commerce parce que personne ne veut acheter les signes de la faillite. C'est demain, je vous le rappelle, que s'ouvre à l'Assemblée le débat sur la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, dont le ministre, M. Royer, vient de vous présenter les idées et forces. Comment vont les affaires ce matin à la Bourse de Paris? Gérard Vidalanche. On parle bien sûr de la rente Pinet, dont la reprise des cotations n'est pas encore intervenue. On ne pense pas d'ailleurs que pendant toute cette semaine, les cotations puissent reprendre, car il faut attendre de connaître les modalités du nouvel emprunt. M. Giscard d'Estaing doit en parler à la Commission des finances du Sénat jeudi. Il faut que ces modalités soient approuvées par le Parlement, et même si le nouvel emprunt sera lancé très certainement, ça a été confirmé officiellement, vers la mi-octobre, vers le 15 octobre,
eh bien, il faut tout de même que le Parlement ait donc approuvé ces modalités. Quoi qu'il en soit, l'or a baissé aujourd'hui, et ceci en liaison avec la baisse du métal jaune à Londres. Le prix officiel a glissé au-dessous de 100 $ l'once, et comme Paris est légèrement plus cher qu'à Londres, il y a toujours une prime à Paris de l'ordre de 3%, eh bien, on a relativement un petit peu moins baissé à Paris, puisque le Napoléon, vous l'avez vu, est à 119 contre 120 francs 60. Par contre, le lingot a été plus touché. Les valeurs françaises sont en baisse aujourd'hui, des baisses assez sensibles et même surprenantes pour des valeurs de tout premier plan comme Rhône-Poulenc par exemple, à 159 qui a cassé le cours de 160, alors que l'on parle d'une majoration possible du dividende pour 73. Ce sont des titres comme Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, comme Usinor, comme Péchinet-Eugène Kuhlmann, qui vont rapporter, avec l'avoir fiscal, entre 7,5, 8 et même 8,5%. Des baisses sur Carrefour, sur Radar, ce sont des sociétés qui exploitent des grandes surfaces, évidemment dans l'attente du vote de la loi Royer. Des hausses toutefois, mais enfin ce sont les exceptions, par exemple sur le secteur du téléphone, encore site Alcatel en progrès aujourd'hui, en gain de 25 francs. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'un certain nombre de secteurs d'activité pour lesquels on a des renseignements, eh bien, l'activité marche très fort. C'est le cas de la construction électrique. Les syndicats professionnels viennent de remarquer que le taux d'expansion de la production en volume a été de 16% pour le premier semestre. On n'avait jamais vu une expansion aussi accélérée, car la moyenne, depuis 10 ans, était de l'ordre de 10% par an. Ceci grâce à une demande très forte sur le marché intérieur, mais également grâce aux exportations qui se sont fortement accrues pour la construction électrique, puisque depuis janvier, il y a une augmentation de 24%. Il en est de même dans la chimie, où le taux d'augmentation des exportations atteint le même pourcentage, 24%, alors que la production en volume, toujours dans la chimie, a augmenté de 20%. Les valeurs étrangères sont assez irrégulières. Vous voyez que les mines d'or sont en baisse. On a tout de même encore les yeux attirés par la bourse de New York, qui a connu une très forte hausse la semaine dernière et qui avait été en hausse après une légère désescalade des taux d'intérêt en ce qui concerne les bons du Trésor américain. Voilà pour la bourse. À vous les studios. Pas d'autres nouvelles depuis le début de ce journal. Nous referons le point de l'actualité à 19h45, alors à tout à l'heure.